Donc un tout petit séminaire pour faire suite à celui sur la narrativité numérique. Et puis je ne sais pas quand je crois que c'est pendant la visite de la ERS qu'on avait parlé de bayésien. Enfin oui, un des gars m'avait dit mais alors quelle pourrait être la suite et j'avais dit l'approche bayésienne peut-être une perspective différente voilà. Donc du coup j'ai réfléchi hier à ça et je vous présente. C'est rapide. Alors premier bon, ça c'est le plan, donc on va parler de Bayes très rapidement, vous connaissez tous. Après, surtout la question d'induction, après approche qualitative et induction, et puis après statistique et induction. Alors, juste se rappeler pour Bayes, vous connaissez tous cette formule, alors la probabilité on l'apprend en premier cycle. Par exemple, si A c'est faire une tentative de suicide, donc là j'ai la probabilité de faire une tentative de suicide, par exemple, sachant que mes parents ont fait une tentative de suicide, qui ont des antécédents familiaux. Donc la probabilité de faire une tentative de suicide, sachant qu'on en a une dans la famille, elle est liée à la probabilité de faire une tentative de suicide dans sa vie, que multiplie un truc qu'on peut observer expérimentalement, et qui a à voir avec la vraisemblance statistique. Et donc vous voyez, alors ça paraît complètement abstrait et formel, en fait il y a une véritable heuristique, c'est que ça c'est la probabilité de faire une tentative de suicide, tout tenu, et puis en fait tout clinicien, quand il a un patient en face de lui qui est déprimé, il se demande mais a-t-il un risque de faire une tentative de suicide? Et il se dit ah mais oui mais c'est une femme, donc elle en a plus, il en a déjà fait, donc il en a encore plus. Il y a des antécédents familiaux, donc il y en a encore plus. Vous voyez, il rajoute chaque fois, sachant que c'est une fille, sachant qu'il a déjà fait une tentative de suicide, sachant qu'il a des antécédents familiaux. Et le clinicien, chaque fois, en fait, dans sa tête, compte tenu de ce qu'il sait sur la mécanique de la tentative de suicide, il va, partant de la probabilité de faire une tentative de suicide, qui est quand même faible dans la vie, c'est faible, mais sachant qu'il est déprimé, sachant que c'est une femme, sachant que, etc., il va rajouter des B sans arrêt, et pour arriver à sa vraie probabilité clinique qu'il a en face de lui, c'est-à-dire quelle est la probabilité que ce patient fasse une tentative de suicide. Donc voilà, l'approche bayésienne qui est ancienne, enfin la formule de Bayes qui est ancienne, et qui a un véritable succès heuristique de ce fait-là. C'est comment affiner une question en accumulant des données et en partant d'un a priori. Donc ça c'est Bayes. Alors l'induction, donc Bayes c'est vraiment très carré. L'induction c'est exactement le contraire. C'est un vieux problème philosophique insoluble pour lesquels il y a des milliers de pages écrites donc c'est le grand bazar. Avec toujours une opposition hyper classique dans la littérature déduction-induction, avec l'histoire que la déduction, ça serait le nécessaire, c'est-à-dire c'est toujours vrai, c'est la véritable inférence scientifique. D'ailleurs, Popper disait, dans la science, il ne doit y avoir que des déductions, l'induction, on ne sait même pas la peine d'en parler, l'induction, ça serait contingent, c'est-à-dire que l'induction, ça peut conduire à des choses, mais ça peut conduire aussi à l'absence de choses. Et donc, en fait, c'est pas consistant. On peut induire des choses, on peut induire le contraire, et donc finalement on peut faire n'importe quoi, donc c'est pas sérieux. Il y a un peu ce truc qui traîne, sauf que dans la vie, personne ne fait des déductions, tout le monde fait des inductions en permanence. Et c'est ça un peu l'espèce de drame ontologique de l'inférence chez les êtres humains, c'est qu'il magnifie la déduction, le syllogisme, la logique, et on ne l'utilise quasiment jamais dans la vie de tous les jours. Quand on fait des inférences dans la vie de tous les jours en disant les hommes sont tous comme ça, les Français sont comme ça, les Américains sont comme ci, c'est-à-dire on fait des inférences sur, et ça n'est jamais sur des déductions, c'est toujours sur des inductions. Vous voyez 4 Américains et vous dites ils sont tous comme ça. Et même ce qu'écrivent les philosophes, c'est que
même les constatations empiriques, en fait, c'est des inductions. Donc il y a un exemple classique, le cuivre conduit l'électricité. Ben, c'est jamais prouvé, ça n'a jamais été prouvé à proprement parler par une déduction. Hein. Il y a des gens qui ont pris du cuivre, ils ont montré que ça conduisait l'électricité, ils l'ont fait une fois, deux fois, trois fois, ça marche, et puis le cuivre c'est toujours le même, donc le cuivre conduit l'électricité. Et personne n'y trouve rien à redire. Hein. Et pourtant, on n'a jamais démontré formellement que le cuivre conduit l'électricité. Voilà, alors les gens et tous les philosophes se sont demandé, mais finalement pourquoi ça marche? On appelle ça le problème de l'induction. Il y a un article, d'ailleurs c'est de là dont je sors tout ça, dans la Stanford Encyclopedia of Philosophy, il y a un article sur The Problem of Induction qui retrace tout ça. Bon, c'est hyper pro naturellement, mais bon, on peut critiquer. Donc le problème c'est que ben, souvent ça marche. L'induction, souvent ça marche, et on ne sait vraiment pas pourquoi. Alors Hume, que je vénère particulièrement, dit vraiment un truc très modeste et très intelligent. Il dit c'est quoi l'induction? Alors en fait, il faut être honnête, il ne parle pas à proprement parler d'induction, c'était vieux, hein, c'est le début du XVIIIe siècle. Donc il parlait lui d'inférence causale plutôt que d'induction, mais en fait, d'après ce que j'ai pu comprendre, les philosophes mélangent les deux. Il dit je peux inférer B de A si A est suivi de B, bon, hein, c'est-à-dire que voilà, il y a une temporalité pour induire, et puis si tout ce qui ressemble à A est suivi par quelque chose qui ressemble à B. Vous voyez cette histoire de... en gros, chaque fois que je vois quelqu'un qui ressemble à un Américain, eh bien, je me rends compte qu'il est souriant et il a un contact facile. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a cette espèce bon, parce qu'on pourrait dire, oui, mais quelle est la définition d'un Américain, etc., etc. Non, peu importe, c'est que tout ce qui ressemble à est suivi de... Et donc, c'est là-dessus qu'on construit nos inférences inductives. Et je trouve, il y a beaucoup de bon sens dedans, et je trouve que c'est terriblement vrai. Et d'ailleurs, j'ai marqué juste, on n'insistera pas dessus, mais c'est exactement ce qu'on trouve quand on programme des réseaux de neurones, en réalité. Quand on programme des réseaux de neurones, vous savez, pour alors une application médicale, c'est pour détecter des mammographies, enfin pour typologiser des mammographies. Donc vous prenez plein de mammographies et puis vous programmez un réseau de neurones pour qu'il discrimine mammographie cancéreuse, mammographie pas cancéreuse. Eh bien en fait il fonctionne comme ça. Tout ce qui ressemble à une mammographie dont je sais qu'elle est... Oui, j'ai un diagnostic de tumeur cancéreuse qui est fait par un clinicien expert. Et puis en fait, vous savez que le diagnostic il est un peu flou. Eh bien, en amont, j'ai tout ce qui ressemble aux items radiologiques qui ont à voir avec les mammographies qui se sont révélées ultérieurement cancéreuses. Et le réseau de neurones apprend comme ça à faire le lien entre... D'ailleurs, c'est un lien non explicite. C'est ça la magie des réseaux de neurones, c'est que il ne sait pas pourquoi le réseau de neurones, enfin, il ne dit pas que c'est des opacités spiculées et abords irréguliers, et etc. C'est pas comme ça qu'il fait. Lui, il regarde juste, il associe, et il associe sur des milliers de clichés, et à la fin, il y a une propriété émergente qui fait que si vous arrivez avec une nouvelle mammographie, eh ben, il va voir, ah ben, elle est plutôt plus proche de celle pour qui j'avais B plutôt que A. Donc, voilà. Donc, j'en induis que cette mammographie est douteuse. Et en fait, Hume, qui était un précurseur de l'associationnisme, hein, c'est-à-dire qui disait qu'en fait, les êtres humains fonctionnent comme ça, fonctionnent par ressemblance, par induction, et qu'ils font ça en permanence. En fait, je trouve que ça décentre le problème de l'induction, c'est qu'en fait, l'être humain est une fabrique à induction en permanence. On ne fait que ça, quoi. On passe notre vie à dire, tiens, j'ai vu un tel... tiens, il y a le nouveau doyen de la faculté de médecine, c'est pas vrai, il n'a pas changé, mais imaginons qu'il y a un nouveau doyen, ah oui, je l'ai rencontré 2 fois, ah il est un peu rigide, vous voyez? C'est-à-dire que je l'ai vu 1 fois, il était comme ça, je l'ai vu 2 fois, il était comme ça, hop, il est rigide. Et en permanence, on voit des gens, on voit des choses. On se dit, ah ben, les tables métalliques, c'est beau, mais ça ne tient pas le coup. Oui. Les tables métalliques, c'est beau, mais ça ne tient pas le coup. C'est une induction, je l'ai vu. Et donc, en permanence, on discute de la vie et des choses comme ça, en généralisant des trucs, en associant. Et en fait, le problème, c'est que
les êtres humains, quand ils philosophent, ne pensent qu'à la logique, alors que les êtres humains, quand ils pensent, ne font que des inductions. Et qu'ils sont très malheureux de penser pas comme ils voudraient penser. Les êtres humains voudraient penser qu'ils pensent comme des logiciens, c'est-à-dire des êtres raisonnables qui discutent que si tout homme est mortel, et si Socrate est un homme, alors Socrate est mortel. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est du savoir qui est solide, mais en réalité on ne fonctionne pas comme ça, on induit, c'est-à-dire on associe sur des régularités. Alors il y a des gens qui disent, il y a un postulat, et d'ailleurs Jung le dit, c'est un postulat que la nature est régulière. C'est-à-dire que les êtres humains sont réguliers, que les choses sont régulières. C'est ce qui permet de dire que si je vois que tout ce qui ressemble à A est suivi par quelque chose qui ressemble à B, comme la nature est régulière, alors ça va se passer comme ça dans le futur. Voilà. Donc moi, ça me va. Mais alors, vous allez voir, il y a des gens qui, au niveau des inductions, ont compliqué les choses. Alors il y a le paradoxe du corbeau, et ça a à voir avec les approches bayésiennes. Bon, c'est rigolo, mais c'est un peu... c'est un paradoxe très classique pour les questions d'induction et de logique. Donc, je vois un corbeau, il est noir. Je vois un autre corbeau, il est noir. Je vois un autre corbeau, il est noir. Chaque fois que je vois un corbeau qui est noir, pour un inducteur, c'est en faveur de la vérité de la proposition, tout corbeau est noir. C'est la vision classique de l'induction. Chaque fois que je vois un corbeau noir, à la fin, je généralise, j'induis que tout corbeau est noir. D'accord. Alors, maintenant, on va dire, je vois quelque chose qui n'est pas noir. Et ça n'est pas un corbeau. Alors, l'exemple typique que prend l'auteur, c'est, je vois mes chaussures, enfin moi c'est pas le cas, mes chaussures sont noires, mais lui il a des chaussures blanches et il dit, je vois mes chaussures, elles sont blanches. Et donc, je vois des chaussures qui sont blanches, et mes chaussures ne sont pas un corbeau. Donc, c'est en faveur de la proposition, tout ce qui n'est pas noir n'est pas un corbeau. Et c'est vrai. Au passage, c'est vrai. Toutes les choses qui ne sont pas noires ne sont pas des corbeaux, puisque les corbeaux sont noirs entre eux. Mais il dit, si je prends le même schéma de génération d'induction que ici, vous voyez, en haut, il y a, chaque fois que je vois un corbeau, il est noir. Quand je fais ça 1000 fois, ben à la fin, je dis, tous les corbeaux sont noirs. Et donc là, je vais faire de la même chose, je vais dire, chaque fois que je vois quelque chose qui n'est pas noir, alors ça n'est pas un corbeau. Donc c'est vrai pour mes chaussures, c'est vrai pour les chaises qui sont oranges, c'est vrai pour la porte qui est blanche, etc., etc. C'est vrai tout le temps, chaque fois que je vois quelque chose qui n'est pas noir, ça n'est pas un corbeau. Donc la proposition, tout ce qui n'est pas noir n'est pas un corbeau, est vrai. Ce qui est vrai. Bon, alors oui, le problème. Le problème, c'est que logiquement, cette proposition-là, tout ce qui n'est pas noir implique que ça n'est pas un corbeau, elle est équivalente à celle-là. C'est la même proposition. Vous vous souvenez, un P implique que Q, c'est la même chose que non Q implique non P. En logique. Donc, non noir implique non corbeau, c'est la même chose que corbeau implique noir. Et donc, en fait, le fait de dire j'ai des chaussures, elles sont blanches, ça me permet quelque part d'induire le fait que tous les corbeaux sont noirs. Et que ça, c'est absurde. C'est pas parce que on a des chaussures qui sont blanches qu'il est raisonnable de dire que les corbeaux sont noirs. Vous voyez le paradoxe. Hein. Et donc les gens disaient, donc l'induction ne marche pas. Voilà, c'est un paradoxe de l'induction. L'induction ne marche pas. Alors, ouais. C'est un très bon argument contre le tiers exclu. C'est un très bon argument pour Contre le tiers exclu. Puisque, en fait, cette équivalence entre 1 et 2 n'est vraie que si le tiers exclu. Absolument. Si le tiers exclu est faux, donc. Absolument. Comme c'est absurde, ça prouve bien que le tiers exclu est faux. Oui, tout à fait. Mais moi, là où je te rejoins. En tant que constructiviste, je suis très content. Mais non, mais là où je te rejoins complètement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais on va voir comment ils s'en sortent, parce que ça a titillé des philosophes pendant des décennies, ce truc-là. Et ils ont trouvé un argument. Mais là où je te rejoins, et en fait, moi je traduis ce que tu dis en termes formels, je le traduis de la façon suivante. On essaie d'étayer le processus inductif à partir de la logique formelle, qui est une logique déductive. Or, les deux ne viennent pas du même univers. Hein. Les deux ne viennent pas du même univers. Et c'est pour ça, de mon point de vue, que ça coince, quoi. C'est un peu ce que tu dis quand tu dis que c'est... Il y a aussi des logiques formelles où on ne suppose pas qu'il y a exclu. Absolument. Absolument. La logique intuitionniste. La logique intuitionniste. De Heiting. Tout à fait. Mais même, moi je trouve ça choquant
Je trouve ça choquant qu'on mette l'induction à l'aune de la logique formelle, parce que ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose. Alors, comment ils se sont tirés de ça? Ben alors, les philosophes ont dit, en fait si, le fait que les chaussures, j'ai des chaussures blanches, que donc c'est blanc et ça n'est pas un corbeau, c'est en faveur du fait que les corbeaux sont noirs. Si. C'est vrai que ça paraît idiot, mais en fait, si, logiquement, c'est vrai. Sauf que le truc qui vous interpelle, c'est que vous trouvez ça absurde. Pourquoi vous trouvez ça absurde? Parce que vous savez très bien qu'un corbeau n'a rien à voir avec une chaussure et qu'un corbeau n'a rien à voir avec quelque chose de blanc. Voilà, vous le savez, c'est un a priori qui est tellement fort en vous que cet a priori n'a aucun intérêt inductif. Il n'a aucune utilité. Dans votre tête, vous savez que, effectivement, les corbeaux ne sont pas des chaussures, les corbeaux ne sont pas des portes, c'est évident. Et le jour où vous avez à reconnaître un corbeau, le jour où vous avez à trouver les propriétés du corbeau, toute cette information, qui pourtant, quelque part, est informative, hein, le fait de dire qu'un corbeau, c'est pas une porte, qu'un corbeau, ça n'est pas des chaussures, quelque part, il y a de l'information dedans. Sauf que pour vous, c'est tellement ancré en vous, c'est tellement évident que cette information ne vaut rien. C'est un a priori que vous avez en vous. Et cet a priori, il est tellement fort que vous ne vous rendez pas compte que vous l'utilisez quand vous faites l'induction tout ce que je vois est noir, enfin tous les corbeaux sont noirs, donc chaque fois que je vois un corbeau il est noir, donc tous les corbeaux sont noirs. Ça marche. Mais quand on le fait avec les chaussures, alors que c'est vrai, normalement, le fait de dire j'ai des chaussures, elles sont blanches, eh ben, c'est un élément en faveur du fait que, comme c'est blanc et que c'est des chaussures, c'est blanc et ça n'est pas un corbeau, donc les corbeaux ne sont pas blancs, c'est un élément d'information en faveur de cette proposition, mais comme pour vous c'est un a priori évident, ça ne vous sert à rien. Donc c'est vrai, c'est théoriquement utile, mais en pratique c'est débile parce que c'est une évidence pour tout le monde. C'est une évidence pour tout le monde. Et là vous voyez le truc, vous voyez déjà le schéma bayésien arriver, c'est-à-dire que vous avez déjà dans votre tête toute une distribution a priori sur ce qu'est l'organisation de la réalité et vous ne pouvez pas vous en défaire. Alors, on avance d'un cran. On avance d'un cran. Il y a des philosophes qui ont travaillé un peu autour de ça. En particulier, le cran qu'il y a eu après pour l'induction, c'est de la logique probabiliste. C'est de dire, ils ont dit, bah oui, l'induction on n'y arrive pas, mais en fait l'induction c'est parce que ça marche en probabilité. C'est-à-dire je vois un corbeau noir, j'en vois deux, j'en vois 500, ben à la fin la probabilité que tous les corbeaux soient noirs est élevée. Mais il peut y avoir des corbeaux albinos, pourquoi pas. Et donc il y en aura un de temps en temps qui sera blanc. Mais la probabilité, quand j'ai vu 500 corbeaux noirs, la probabilité qu'un corbeau soit noir, elle est élevée. Donc, beaucoup de philosophes se sont intéressés aux probabilités comme étayage de la notion d'induction. Alors, sauf que nous qui sommes formés à la statistique, ça nous dérange un peu parce que pour nous, probabilité, c'est fréquence. C'est la répétition d'un événement, etc. Et donc c'est là qu'il faut se souvenir qu'il y a eu des savants pour lesquels la probabilité n'est pas une fréquence. Et en fait, entre nous, heureusement, parce que rien, quand nous qui calculons des probabilités, qui faisons des statistiques tous les jours sur nos études, jamais ces études ne sont reproduites. Donc nous parlons de probabilités, mais qui ne correspondent jamais à des répétitions quasiment infinies d'événements sur lesquels on a calculé les fréquences. Jamais, ce qui est quand même un problème un peu... On parle de probabilité, on enseigne que ce sont des limites de fréquence, sauf qu'en pratique, nous ne faisons jamais d'expérience où nous répliquons un grand nombre de fois les expériences. Les physiciens, ils peuvent faire ça, mais jamais nous, on fait ça en sciences de la vie. Alors, De Finetti, qui était un mathématicien philosophe du XXe siècle, qu'on appelle subjectiviste, a écrit un texte disant les probabilités n'existent pas. Il dit tout ça c'est pas vrai en fait, hein. Tout ça c'est probabilité fréquence, c'est pas vrai. En fait la probabilité c'est ce que vous êtes prêt à parier quand on vous présente une proposition. C'est-à-dire que je sais pas moi au M2 par exemple il y a un étudiant qui arrive régulièrement en retard.
eh bien, je pourrais parier avec les étudiants jeudi matin. Je pourrais leur dire, bah, tiens, je parie que un tel, je parie, je suis prêt à parier 500 euros, enfin à 4 contre 1, à 6 contre 1, qui va arriver en retard aujourd'hui. Vous voyez, hein. Je suis prêt à parier beaucoup sur le fait qu'il va arriver en retard, parce que dans ma représentation de la proposition, il arrive en retard, cette proposition est probable parce que je l'ai vécu comme ça. Je ne sais pas la fréquence, hein. Mais vous voyez, j'ai une espèce d'estimation à l'intérieur de moi du fait qu'il arrive en retard. Et c'est exactement ce qu'on fait le soir quand on prépare ses habits pour le lendemain matin. Hein. Le lendemain matin est un événement unique dans l'existence. Il n'y aura jamais un demain matin identique à tous les demain matins. Il dépend de la température, la pression, etc. d'aujourd'hui. En fait, tout ça est complètement unique. Mais il n'empêche que tous les soirs, vous préparez vos vêtements, peut-être pas, hein, peut-être que vous les préparez le matin, mais beaucoup de gens préparent leurs vêtements le soir, et vous dites, bon, j'ai regardé la météo, mais la météo se plante parfois. En plus, quand même, ça fait 3 jours de suite qu'il pleut. Si ça fait 3 jours de suite qu'il pleut, alors il y a des chances qu'il pleuve demain. On est au mois de février, mais c'est un hiver doux. Enfin, vous voyez, vous faites tout ça, et vous dites, oh, ben demain, il va faire doux, et puis il fera sûrement humide. Et vous préparez vous voyez, et donc vous avez fait un pari sur le temps qu'il va faire demain. Et donc on fait ça en permanence, et c'est ça qu'on appelle probabilité. C'est le niveau de pari, le niveau de certitude du pari que l'on fait sur les choses qui sont susceptibles de se passer. Et alors il dit quoi? Eh bien, en fait, ça revient à ça. Vous voyez ce que je vous ai dit, hein. La probabilité du temps de demain, elle dépend du fait qu'il pleut aujourd'hui, qu'il pleut hier, qu'il fait froid au mois de janvier, que nous sommes au mois de février, etc., 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 etc. Vous voyez, conditionnellement à la météo qu'il y a en ce moment, à ce que je sais de la météo en général du mois de février, conditionnellement à tout un tas de choses, j'estime la probabilité qu'il pleuve demain ou qu'il fasse moins de 4 degrés demain matin. Et donc, en fait, l'induction, c'est un calcul de probabilité conditionnelle. Et donc, on va ressortir Bayes. En fait, les inductions, c'est lié très fortement au théorème de Bayes. Et donc, c'est là qu'on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la probabilité qu'il pleuve demain, sachant tout ce que je sais, ça a à voir avec tout ce que je sais en général sur la météorologie et le temps qu'il fait, que multiplie la probabilité qu'il pleuve en général. Voilà. Alors en fait, quand on écrit ça, vous voyez, il y a un savoir de base, c'est-à-dire que la probabilité qu'il pleuve demain, sachant qu'il fait humide, qu'il fait doux, etc., on écrit probabilité qu'il pleuve en général, mais en fait, c'est jamais la probabilité qu'il pleuve en général. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les corbeaux et sur les chaussures blanches. En fait, implicitement, quand on se dit, tiens, est-ce qu'il pleut demain? Est-ce qu'il va pleuvoir demain? On se dit, ah ben non, là, en ce moment il pleut, donc voilà. Donc demain, il risque de pleuvoir. D'accord. Mais en plus de ça, je vais mettre tout mon savoir de base sur ce que je sais du risque de pleuvoir en général, à Paris en particulier, ou en banlieue parisienne, à telle période de l'année, etc., etc. Et que ce savoir de base, il est en général non explicité. C'est-à-dire, autant je sais que hier il a plu, avant-hier il a plu, et je peux l'expliciter. Le savoir de base que je sais sur le fait qu'il peut pleuvoir ou pas, eh ben ça, vous ne le savez même pas. Alors que vous faites ça tous les soirs, si je vous demande quelle est la probabilité qu'il pleuve un jour donné en région parisienne, on ne le sait pas. On peut dire quoi? Ben alors, peut-être qu'il pleut quoi? Un jour sur 10. Oui, mais un jour sur 20, on n'en sait rien. Quelle est la probabilité qu'il pleuve au mois de février en région parisienne? Oui, on n'en sait rien. On a un savoir de base qui est intégré, non explicité. Et c'est le drame de l'approche bayésienne. C'est le drame de l'approche bayésienne, c'est que on fait des inductions sur des choses que l'on observe, sur une probabilité de base, mais cette probabilité-là, elle dépend toujours d'un savoir qui est non explicité. Oui. D'où il
vient ce savoir de base? Comment on l'acquiert? C'est l'accumulation de toute notre expérience et de ce qu'on lit dans les livres. C'est l'induction de l'individu ou c'est la somme de l'induction de chaque individu? Non, alors, de la collectivité? là, pour répondre à ta question, qui est volontairement taquine parce qui veut pousser dans le caractère vertigineux et absurde de l'induction. Non, moi je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les réseaux de neurones, en fait. Hein. Nous sommes une machine à induction en permanence. Nous construisons un a priori, et en fait, nous sommes cet a priori. Le savoir de base, c'est nous. C'est nous, en tant que sujet pensant, nous intégrons tout où nous vivons, s'il fait chaud, s'il fait froid, etc. Je sais que, par exemple, aussi, parce que tout ça est parasité par le fait que, eh ben, tant pis, demain, oui, peut-être qu'il pleut, mais alors tant pis. Enfin, tout est mélangé dans notre tête. Et donc le savoir de base, c'est nous. C'est notre expérience sur... puisqu'en fait, on ne peut pas séparer... ce qu'est la probabilité de pleuvoir à Paris, mais ici. Et puis en plus, il y a un problème, c'est que près de chez moi, il y a de la boue. Donc s'il pleut, alors ça veut dire que non seulement il y a de la pluie, mais il y a de la boue. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de caractères compliqués derrière cette question qui fait qu'au moment où je conceptualise mon a priori, cet a priori est horriblement riche, est inexplicitable. Mais il y a quand même des informations externes qui sont susceptibles de corriger ça. Alors, c'est pour ça que on peut faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut faire plusieurs étapes. Hein. On a le savoir de base, et puis on va rajouter des observations ici, on va rajouter le fait qu'il a plu hier, que je sais, j'ai des données météorologiques exactes, voilà, ça ce sont des données expérimentales que je peux enrichir. Je peux enrichir tout ça, mais vous n'arriverez jamais à rendre ça nul. Il y a toujours... On met toujours quelque chose, on met toujours un a priori dans ce qu'on fait. On met toujours un a priori. On ne peut jamais épuiser notre a priori par des données objectives issues de l'observation. Jamais. De là, la question des Bayésiens. Alors, puisque on ne peut pas épuiser l'a priori par des datas, alors où on va le négliger, c'est-à-dire on va dire que l'a priori c'est, je le méprise, c'est une distribution non informative. Et quelque part on triche, parce que la réalité c'est pas ça. Donc on fait du bayésien, mais c'est du bayésien non assumé. Ou alors... pardon? Oui, c'est une fausse induction. C'est une fausse induction. Ou alors, on élicite, c'est-à-dire on force l'individu à éliciter, on lui dit, ben voilà, ok, hier il pleut, nous sommes au mois de février, je sais que la probabilité qu'il pleuve au mois de février est de temps, etc. D'accord, j'ai des informations observées, mais en plus, voilà, je voudrais te demander, toi, ce que tu penses, quelle est ton impression sur le risque de pluviométrie demain? Alors figurez-vous que ça se fait pour évaluer des médicaments. Pour évaluer des médicaments, c'est exactement, c'est plus simple que pour, c'est plus caricatural que pour le temps qu'il fait demain. Vous avez une molécule que des gens dans une maladie orpheline qu'ils utilisent, enfin vous voyez une maladie orpheline, et puis des gens ont l'habitude d'utiliser une molécule, ça fait 20 ans, et comme c'est une maladie orpheline, elle n'a jamais été, l'indication n'a jamais été validée par un essai randomisé, hein, parce qu'il n'y a pas d'argent pour le faire, parce que les gens s'en fichent, parce que les firmes pharmaceutiques n'ont pas vraiment beaucoup d'argent à gagner avec ça, et puis voilà. Donc les gens prescrivent. Et donc les médecins voient, ça marche pas, ça marche. Et bien il y a les médecins qui disent que ça marche, d'autres qui disent que ça marche pas terrible. Enfin, c'est des choses qui se passent tous les jours, hein, sur des médecins qui expérimentent des médicaments dans des indications qui ne sont pas officielles. Et puis un jour on se dit quand même c'est pas sérieux, on va faire une étude pour objectiver ça. Donc où on fait un essai randomisé, dans l'essai randomisé il n'y a pas d'a priori. Du moins on va voir tout à l'heure, il ne saute pas aux yeux. Dans l'essai randomisé, vous prenez des sujets, vous tirez au sort, la moitié vous leur donnez
le médicament que vous testez, et puis l'autre moitié, vous allez donner ce que vous voulez, et puis à la fin, vous allez faire un test statistique, et puis voilà, vous aurez une réponse. Sauf que, alors, on fait ça tout le temps. Sauf que pour les maladies orphelines, c'est embêtant parce qu'en général, on n'a pas assez de sujets à inclure pour avoir la puissance pour pouvoir donner la conclusion. Et donc, dans ce cas de figure, il arrive en pratique que l'on fasse un essai bayésien, c'est-à-dire on se dit c'est quand même bête, comme j'ai pas assez de patients pour observer, rien qu'avec des observations, pour savoir si le médicament marche ou pas. Je vais me servir de tout l'a priori que l'on a sur le médicament. Et donc, on va demander à des experts, donc on les fait venir comme vous là, et puis on va leur dire, voilà, alors on va essayer d'éliciter leur impression sur l'efficacité du médicament. Et après, on va utiliser la formule précédente, c'est-à-dire là, on aura les données de l'essai randomisé, là, on aura ce qui est élicité, et on en déduira la probabilité que le médicament soit efficace conditionnellement aux observations et conditionnellement au savoir de base. Alors ça se fait, ça a été étudié, il y a une doctorante de Paris 7 qui a même fait sa thèse dessus, et qui montre que c'est pas facile, que faire éliciter des experts sur l'efficacité d'un médicament, il y a plein de biais, alors ça a été vu sous l'angle de la psychologie cognitive, il y a plein de biais, alors le biais d'ancrage, c'est que si au moment où vous leur parlez, vous donnez des informations sur le médicament, ils vont s'ancrer sur ces informations que vous leur donnez. Biais de disponibilité, si le dernier papier qu'ils viennent de lire sur le truc dit que c'est plutôt bien, alors ils vont se servir de cette information plus que des informations anciennes. L'heuristique de représentation, si dans une autre maladie, le médicament est réputé pour être très efficace, alors on va avoir tendance à dire qu'il va être aussi efficace dans cette maladie. Sans s'en rendre compte, hein. Tout ça c'est inconscient, hein, bien entendu. Le conservatisme, bon, c'est des gens qui veulent plus ou moins accepter le fait que les médicaments, que la pharmacopée puisse changer ou pas. La loi des petits nombres, c'est que on aurait tendance à attribuer plus de force, enfin une force disproportionnée à des résultats issus d'observations sur des petits nombres. Et puis l'affect, les conflits d'intérêts, au sens large. Hein. Si vous avez quelque part un intérêt à penser que ce médicament est efficace, c'est le cas pour évaluer, quand des acupuncteurs évaluent l'acupuncture, quand des ostéopathes évaluent l'ostéopathie, etc. Il y a une heuristique d'affect. Si on demande à un acupuncteur d'expliciter son a priori sur l'acupuncture, ça va être positif. Et donc, du coup, c'est de transformer une induction en quelque chose de complètement formel, c'est pas simple. C'est pas simple. Alors, donc ça c'était pour induction, bayésien, et maintenant essayons de voir, on va arriver à... Donc induction et approche qualitative, et puis après on fera induction et approche statistique. Alors, classiquement, dans les recherches qualitatives, le mode d'inférence est dit inductif. On oppose les recherches quantitatives, déductives, aux recherches qualitatives, inductives. Comme vous allez le voir, c'est pas vrai. Hein. Mais c'est classiquement ça qu'on lit dans les livres. Alors, c'est inductif, et dans des articles savants de méthodologie de recherche qualitative, on parle même de cercle herméneutique. Herméneutique, c'est la discipline qui conduit à des interprétations. Alors, voilà, on dit, dans ces livres, hein, on dit, je pars d'un texte, d'un corpus, ça peut forcément un texte. Hein. Donc c'est un corpus entier, et il y a un sens contenu dans ce corpus. Et puis, moi, je suis l'investigateur, et moi aussi, je dispose d'un a priori hein, sur l'objet de mon étude. Donc il y a un corpus qui a une informativité par rapport à la question que je me pose, et moi je suis investigateur, et moi aussi j'ai de l'informativité par rapport à la question que je me pose. Alors, ce texte, naturellement, on peut le lire et puis se dire « Ah oui, il dit ça ici, c'est ce qu'on fait tous les jours, mais on peut faire mieux, on peut essayer de réduire pour obtenir une information plus dure. » Alors, on a déjà parlé d'éduction, c'est-à-dire le fait qu'on enlève toutes les poussières dans le texte. De codage, on réduit à l'extrême le texte jusqu'à avoir un texte réduit. Et ce texte réduit, par induction et abduction, on en extrait du sens. L'abduction, c'est un peu comme l'induction,
sauf que c'est plus tendance. C'est-à-dire l'abduction, typiquement, vous voyez, si vous sortez le matin, vous voyez qu'il y a de l'eau sur votre voiture, et vous vous dites, tiens, il a plu cette nuit. Alors qu'en fait, c'est pas sûr. Il se peut qu'il y ait un instrument de nettoyage de la voirie qui ait mis de l'eau sur votre voiture. Il se peut que ça soit la rosée, il se peut que, etc. Mais en fait, ce que disent les gens de l'abduction, c'est que vous arrivez devant votre voiture, là, il n'y a pas eu, si ça se trouve, c'est la première fois que vous voyez de l'eau sur votre voiture. Donc vous voyez, ce n'est pas la généralisation d'un truc que vous avez observé plusieurs fois, comme ce que devrait être l'induction. L'abduction, c'est, je vois de l'eau sur ma voiture, quelles sont les théories compatibles avec le fait qu'il y ait de l'eau sur la voiture? C'est qu'il pleut, c'est qu'on a mis de l'eau, c'est que le voisin a renversé un seau dessus. Vous voyez, vous énumérez toutes les théories possibles qui font qu'il y ait pu avoir de l'eau sur la voiture, et vous sélectionnez la plus probable. Et vous dites, c'est celle-là. Et donc c'est bayésien aussi. C'est bayésien aussi. Donc c'est pour ça que de mon point de vue, en fait c'est proche de l'induction. Et que le clivage entre les deux est un peu une argutie. Donc mais dans les textes d'épistémologie des recherches qualitatives, ils différencient les deux. C'est pour ça que j'ai mis les deux. Mais alors ce qui est important, c'est que c'est un cercle herméneutique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait l'induction, on revient au corpus et à l'investigateur. Et on se dit, tiens, donc je dis ça de ce texte, mais finalement, ça me fait relire le texte différemment. Finalement, ça m'interroge à moi en tant qu'investigateur, et donc, et éventuellement, on peut recommencer, etc. Il y a un cercle qui, au bout d'un certain temps, fait dégager une interprétation, qui converge vers une interprétation. Alors, par exemple, le travail que Massime m'avait parlé, je vois un texte sur des suicides, des tentatives de suicide d'adolescents, je réduis et je vois que c'était le sentiment, le désir de vengeance. C'est ça, hein? Je vois le désir de vengeance, donc le désir de vengeance est quelque chose que j'observe avant, est un facteur de risque, on va dire, pour un épidémiologiste. Il y a une entité qui est susceptible de motiver un passage à l'acte suicidaire. Alors bien sûr, ça fonctionne comme ça. Bien sûr, on n'a pas la fraction de risque attribuable du désir de vengeance dans l'explication de la tentative de suicide. On n'en a pas ça, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, d'accord, le désir de vengeance ou le ressenti d'injustice est un facteur susceptible de générer une tentative de suicide, mais dans quelle mesure est-ce que c'est un facteur important ou pas? Ce qui pour un clinicien ou quelqu'un qui fait de la santé publique est très important. Donc on a du mal à caractériser la force en termes de risque attribuable de ce que l'on vient de faire comme inférence. Alors, quid de induction et statistique? Alors, je prends un essai randomisé. Ou du moins une étude extrêmement hypothético-déductive. Donc vous savez, j'ai des données avec un critère principal et une analyse principale du critère principal qui est marqué dans un protocole. Mais bien entendu, et ça on le passe sous silence, il y a quand même des datas qui sont colligées en plus de ce critère principal. Et puis bien sûr, vous avez un bonhomme qui a écrit le protocole et qui a une idée a priori sur le résultat qu'il va trouver. Mais en théorie, vous avez un critère principal, un calcul qui est défini a priori, avec une règle de décision qui est H0 et HA. Et on a l'impression que c'est une inférence nécessaire. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose de déductif, c'est-à-dire que j'ai une règle qui me permet de dire que j'aurai H0 ou HA conditionnellement à ce que j'ai observé au début. Et c'est complètement carré. Même si c'est statistique profondément, c'est-à-dire d'une expérience à l'autre, on peut ne pas avoir exactement la même chose. Mais il n'empêche qu'on a l'impression que l'inférence est totalement nécessaire. Et c'est en partie vrai, sauf que c'est en partie seulement. C'est en partie seulement, et l'exemple typique, c'est cet essai randomisé, enfin c'était une méta-analyse, donc c'est presque pareil, cette méta-analyse des essais randomisés sur les granules 30CH dans l'homéopathie. Dans l'asthme chronique sévère. Donc vous avez des patients qui ont un asthme chronique sévère, et il y a eu des essais
où comme médicament adjonctif, on a utilisé des granules 30CH d'homéopathie, c'est-à-dire où il n'y a rien du tout dedans normalement. Et donc vous aviez un critère principal, qui était la somme des tailles d'effet de tous les essais, avec la conclusion, mais la conclusion c'est achat. C'est-à-dire que le petit p étant égal à 1 pour 1000, on accepte le fait qu'il y a une différence entre l'homéopathie et le placebo. Et pourtant ben, la conclusion, en pratique, personne ne considère que l'homéopathie est efficace dans le traitement adjonctif de l'asthme sévère. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a tout ça qui en fait interagit, mais c'est un non-dit. Ça n'existe pas dans l'inférence médicale officielle. Dans l'inférence médicale officielle, vous n'avez que ça. Mais en réalité, officieusement, il y a ça qui joue tout autant. Il y a ça qui joue tout autant, c'est que les investigateurs, d'ailleurs, je vous l'avais déjà raconté, les investigateurs concluent dans le papier où les essais thérapeutiques ne marchent pas, où l'homéopathie marche. Oui, il y avait cette espèce de truc pour dire, ouais, je vous mets en porte-à-faux. Je vous mets en porte-à-faux parce que ça marche, mais vous qui êtes en train de lire un article du Lancet, je suis sûr que vous allez penser que ça ne marche pas. Et donc, allez au bout de votre logique, si vous pensez que ça ne marche pas, c'est que les essais thérapeutiques ne marchent pas. Voilà, ils mettaient les gens devant leur paradoxe. Ou que rien ne marche. Ou que rien Il y ne a un marche. article comme ça sur la comparaison de l'effet des médicaments et des psychothérapies dans la dépression. Quand on lit, on ne sait plus par où il faut le prendre. Quoi. Et ça vient du fait que y a un a priori, là, il y a un a priori, et que la véritable conclusion, elle n'est pas là. Elle est là. Et qu'elle tient compte de cet a priori. Et que donc, ce n'est pas vraiment une inférence nécessaire. C'est aussi une inférence contingente parce que, partant du même principe, en fait, vous pouvez avoir finalement une chose de son contraire. Donc ça, c'est Lehmann et Pearson. C'est l'essai randomisé. Alors, comme on le sait le plus souvent, on n'a pas ça. Le plus souvent, on fait une étude épidémiologique, par exemple, est-ce que le cannabis est un facteur de risque de développer une schizophrénie, ou quels sont les facteurs de risque de la schizophrénie, etc., etc. Donc vous avez là des datas, vous en avez plein, et puis là vous avez un investigateur qui a une idée, même s'il ne veut pas l'avouer, il a une idée sur la schizophrénie et sur le cannabis. Et donc vous avez des datas, et vous n'avez pas qu'un calcul, vous avez aussi de l'éduction. Puisque quand vous avez une base de données épidémiologique sur cannabis et schizophrénie, vous êtes obligé de faire du data management, ce qui est un autre mot pour dire réduction. Et à la fin, alors la règle de décision, comme vous le savez, c'est pas H0 ou HA, on ne fait jamais ça dans une étude épidémiologique. À la fin, vous avez un petit p, vous en avez même plusieurs, un petit p ajusté, un petit p pas ajusté, un petit p avec une analyse de sensibilité, avec une autre analyse de sensibilité, etc., etc. Et puis, parfois, il y en a un qui est inférieur à 5%, l'autre qui ne l'est pas, l'autre qui a 1 pour 1000, etc., etc. Donc, vous avez ici plein de choses. Et puis dans la partie discussion de l'article, eh ben, vous avez une induction et une abduction. C'est-à-dire là, vous allez dire, ah ben oui, mais alors, on a quand même des données pharmacologiques en faveur de l'hypothèse, et puis on a un article qui a déjà été écrit là-dessus, et puis je vois que parmi les résultats sont discordants, mais quand même... il me semble que ce résultat est particulièrement probant, etc. Et à la fin, donc, vous avez une induction-abduction, et qui, bien sûr, tient compte, quand l'investigateur il dit « tel auteur a trouvé ce résultat », vous pensez bien qu'il est allé choisir la référence qu'il a rangée. C'est-à-dire qu'il y a un a priori quelque part, mais qui là aussi n'est pas explicite. On considère que tout est neutre et que ça ne joue pas, en réalité ça joue. En réalité ça joue. Et donc, bien entendu, là, on n'est pas du tout dans une inférence nécessaire, c'est complètement contingent. Alors, j'en arrive à la dernière, c'est l'approche bayésienne. Alors, l'approche bayésienne, fondamentalement, c'est vrai que c'est un peu plus honnête. C'est un peu plus honnête, pourquoi? Parce que, bon, il y a des datas, comme en épidémiologie, on va faire de l'éduction. Bon, alors, ils ne font pas mieux que les fréquentistes, c'est-à-dire ceux qui utilisent des petits p, c'est qu'ils font du data management, mais il n'y a pas d'introspection au niveau du data management. C'est une étape neutre qui n'est même pas publiée. Il y a des calculs, mais c'est vrai que eux,
le positionnement de l'investigateur, alors en général, ce n'est pas l'investigateur lui-même. J'aurais dû mettre une flèche là, et puis j'aurais dû mettre un pointillé ici. Hein. C'est-à-dire que là, on élicite des avis d'experts. Mais enfin, il y a un effort pour intégrer aux data, intégrer des connaissances sur l'a priori que l'on a sur la question. Et donc, on va l'expliciter dans le papier. C'est-à-dire, on a fait appel, si je prends schizophrénie et cannabis, on va demander, si on le fait bien, à des pharmacologues, à des addictologues, à des schizophrénologues, voire même à des... Et pourquoi pas, dans l'idéal, il faudrait demander à des revendeurs de cannabis. Bien sûr, on ne va pas le faire, mais dans l'idéal, il faudrait le faire. C'est-à-dire, il faudrait prendre une population d'experts extrêmement hétérogène qui connaît la question du cannabis et ou de la schizophrénie, et à partir de laquelle on éliciterait l'a priori disponible sur la question de ce cannabis et de schizophrénie. Et on intègre les deux dans une distribution a posteriori. Et cette distribution a posteriori, on la regarde et on a induction-abduction. Donc, en ce sens, effectivement, le processus bayésien est d'abord un peu moins implicite. On voit que, même si c'est vrai que quelque part on pourrait mettre une flèche ici, et c'est que les bayésiens, quand ils écrivent leur papier, la partie discussion, ils disent ce qu'ils pensent eux. C'est-à-dire le gars qui écrit le papier, il dit ce qu'il pense quelque part, hein, et en général, il ne fait pas partie des investigateurs qui ont déterminé la distribution a priori. Donc ça, c'est vrai que y a un progrès à faire, mais quelque part, on se rapproche de l'attitude de l'induction qu'il y a dans les méthodes qualitatives. Alors par contre, le truc, c'est que il n'y a pas le cercle herméneutique, que je trouve quand même capital, qui est un élément essentiel de l'approche qualitative, qui est la remise en question partant de la conclusion, la relecture des données et la relecture de l'a priori de l'investigateur. Et on n'a pas ça encore, on n'a jamais ça dans les approches quantitatives. On n'a jamais de remise en question authentique enfin pas jamais, allez, parfois, on l'a parfois. On l'a par exemple quand un chercheur trouve un résultat qui est le contraire de ce qu'il avait comme hypothèse. C'est-à-dire à la fin, donc il est obligé de se remettre en question. Il arrive quelquefois hein, qu'on a un sens dans un facteur de risque, et en fait le facteur est un facteur de protection. Et donc là, comme ça va, à contrario, on est obligé de remettre en cause, la flèche revient, on est obligé de se remettre en cause. Donc, ce que je dis est excessif, cette flèche existe parfois, mais on considère trop souvent qu'on est hypothético-déductif, et que c'est pur, et qu'il n'y a pas de souci, et qu'il n'y a pas de retour en arrière nécessaire. Voilà. Donc, encore une fois, donc pour conclure, est-ce que les bayésiens racontent des histoires? Oui, ils racontent des histoires, bien sûr. Bon, alors, bien entendu, la différence vient de quoi? Enfin, ils racontent des histoires au même sens que les qualitativistes racontent des histoires. C'est-à-dire, on a un corpus, sauf que là, bien sûr, c'est un corpus en partie numérique, et alors, on peut raconter, encore une fois, des histoires avec des nombres, et alors, que ça n'est pas que des nombres, c'est aussi des gens, et que l'approche qualitative, c'est pareil, on a un corpus et des gens, qui a une éduction. Là, ce n'est pas un codage, c'est du calcul, mais finalement, un codage, c'est un calcul. Qu'on a une réduction de l'information. Les qualitativistes, c'est un texte réduit ou codé. Là, c'est une distribution a posteriori. Finalement, ce n'est pas si différent que ça. Et puis, à partir de cette... Ça, c'est une information réduite. Hein, et partant de cette information réduite, il y a une induction-abduction. Et donc une conclusion qu'on tire de l'histoire. Et donc oui, fondamentalement c'est la même chose. Bien sûr, l'effet n'est pas le même parce que ici on a une distribution. Et qu'on ne lit pas une distribution de la même façon qu'on lit un texte réduit.